L'enveloppe a produit un léger froissement quand ma belle-fille l'a posée sur la console. Ce n'était pas un geste précautionneux, mais plutôt un geste d'indifférence, le genre de mouvement qu'on fait pour écarter un coupon de réduction sans intérêt. Elle ne l'a même pas regardé. Elle se tournait déjà vers ses invités, sa coupe de champagne à la main, riant d'une plaisanterie lancée par une amie de son école de commerce. Je me tenais là, dans le hall de leur nouvelle villa, 6 chambres, une cave à vin voûtée, une cuisine qui avait fait la couverture d'un magazine de décoration lyonnais avant même qu'il n'y emménage, et je les regardais oublier instantanément que je venais de lui remettre quelque chose. J'ai vu mon fils croiser mon regard depuis l'autre bout de la pièce et m'adresser un petit sourire, ce sourire désolé qu'il me servait depuis 3 ans, celui qui disait à la fois « Tu sais comment elle est, s'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. » Je n'en ai pas fait une histoire. Je ne le fais jamais. J'ai pris un verre d'eau pétillante sur un plateau qui passait par là, j'ai trouvé un fauteuil près de la fenêtre, et j'ai regardé la fête continuer sans moi. Je m'appelle Marguerite. La plupart des gens qui me connaissent m'appellent Margot. J'ai 63 ans et, depuis 21 ans, je travaille comme couturière et spécialiste des retouches dans un pressing de l'avenue des Frères Lumière. Je fais des ourlets de pantalons. Je reprends des tailles. Je remplace des fermetures éclairs sur des manteaux d'hiver, j'élargis les coutures des robes de remise de diplôme et je recouds des boutons qui manquaient depuis si longtemps que les propriétaires avaient fini par ne plus remarquer le vide. Je ne suis pas une femme sophistiquée. Je conduis une vieille Renault Clio de 2009 avec une fissure sur le tableau de bord que je me promets de réparer depuis des mois. J'habite toujours dans le même appartement de 3 pièces où j'ai élevé mon fils, je n'ai pas refait la cuisine depuis 2004, et tout cela me convient parfaitement. Ma belle-fille, Mathilde, ne supporte rien de tout cela. Elle l'a bien fait comprendre lors du dîner de Noël il y a 2 ans, quand elle a dit à mon fils, assez fort pour que je l'entende depuis la cuisine, qu'elle ne comprenait pas pourquoi je ne changeais pas au moins cette moquette démodée. Elle l'a bien fait comprendre au baptême de mon petit-fils quand elle m'a présenté à ses parents comme « la couturière dont je vous avais parlé ». Elle le faisait comprendre chaque fois qu'elle suggérait, avec un sourire éclatant qui n'atteignait jamais ses yeux, que je serais peut-être plus à l'aise en n'assistant pas à certains événements, des galas de charité, des dîners d'affaires. N'importe quoi où elle avait besoin de contrôler l'image de sa famille. Mon fils est un homme bon. C'est aussi un homme qui a choisi sa tranquillité plutôt que ses principes, et je le comprenais, même quand cela faisait mal. La pendaison de crémaillère ce soir-là était le genre d'événement dont on ne m'avait pas tant invité qu'informé. Mon fils m'avait appelé 4 jours auparavant pour me dire « Maman, on fait un petit truc samedi, passe donc si tu veux. » Pas d'heure précise, pas de confirmation d'adresse. J'ai appris l'heure de début par une voisine qui avait vu l'invitation sur un groupe de quartier. Je suis arrivé à l'heure. Mathilde m'a accueilli à la porte avec une accolade qui évitait soigneusement tout contact physique et a dit « Ah, tu as trouvé. » Super, avant de pivoter pour accueillir le couple derrière moi. Avant de continuer, avez-vous déjà pénétré dans une pièce en comprenant, au plus profond de vos os, que vous étiez toléré plutôt que désiré, que votre présence était une chose à gérer plutôt qu'à célébrer? Si c'est le cas, alors vous savez déjà ce que j'ai ressenti lors de cette fête avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit. L'enveloppe que j'avais apportée était vieille. Je savais qu'elle l'était. Elle était restée dans le coffre ignifugé de mon placard pendant 11 ans, et avant cela, elle habitait dans le tiroir du bureau de mon défunt mari. Et encore avant cela, il l'avait portée dans la poche intérieure de son manteau le jour où il avait signé les documents. L'enveloppe était autrefois de couleur crème. Elle avait maintenant la couleur d'un tétro infusé. L'écriture de mon mari figurait sur le devant à l'encre bleue, juste 3 mots, pour ma Marguerite, et l'encre avait pâli mais restait parfaitement lisible si l'on prenait la peine de regarder. Je l'avais enveloppée dans du papier de soie et placée dans un petit sac cadeau. C'était là toute ma présentation. Je savais ce que les gens penseraient en la voyant. J'y avais réfléchi. J'avais décidé que cela n'avait pas d'importance. La fête entamait sa 2e heure quand Mathilde a remarqué le sac cadeau sur la console et a froncé les sourcils comme on le fait devant un objet qu'on n'arrive pas à classer immédiatement. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en le ramassant. « C'est pour vous, » ai-je dit, « un cadeau pour votre nouvelle maison. » Elle a regardé le sac. Elle m'a regardé. Elle a sorti le papier de soie du bout des doigts et l'a laissé tomber sur la table, puis elle a sorti l'enveloppe et l'a retournée. « C'est une enveloppe » a-t-elle dit. « Ouvre-la » ai-je répondu. Mon fils s'était approché entre-temps. Quelques-uns de leurs amis aussi. Un de ses collègues du cabinet d'avocats,
un homme dont je n'ai jamais retenu le nom, a jeté un coup d'œil à l'enveloppe avec ce genre d'amusement à peine dissimulé que certaines personnes affichent quand elles veulent se sentir supérieures sans être techniquement impolies. Mathilde a ouvert l'enveloppe. Elle a fait glisser les papiers à l'intérieur, plusieurs pages pliées, certaines d'apparence officielle avec des tampons et des signatures, et elle les a fixées pendant un long moment. « Je ne comprends pas », a-t-elle dit. « C'est un acte de propriété », ai-je expliqué, et quelques documents annexes. « Prends ton temps. » Elle a regardé la première page, puis elle a posé l'ensemble sur la table et m'a regardé en disant d'une voix qui faisait de son mieux pour passer pour une plaisanterie, « Margot, tu es en train de nous offrir un bout de terrain agricole ?» Quelques personnes ont ri, pas méchamment pour la plupart, mais elles ont ri. « Ce n'est pas une simple terre agricole, » ai-je dit. « On dirait pourtant bien que si. » Elle a repris la première page et a plissé les yeux sur l'adresse. « C'est où, d'ailleurs ? Dans l'Ain ? Je ne sais même pas où c'est exactement. » À environ 40 minutes au nord de Lyon, ai-je précisé. « Donc c'est bien la campagne. » Elle a reposé la page. « C'est grand comment ? 25 hectares. » Elle a regardé mon fils. Mon fils m'a regardé. L'homme de son cabinet a laissé échapper un bruit qui ressemblait à une toux. « Margot », a dit Mathilde, et maintenant sa voix avait pris ce ton que je connaissais bien, le ton patient et légèrement agacé qu'elle utilisait pour expliquer quelque chose à quelqu'un qu'elle jugeait incapable de comprendre. « C'est très gentil, mais nous ne sommes pas vraiment en position de devenir agriculteurs. » Elle a ri. Quelques-unes de ses amies ont ri avec elle. Qu'est-ce qu'on ferait de 25 hectares au milieu de nulle part ? C'est à vous d'en décider, ai-je dit, ce sera à vous. Nous ne pouvons pas accepter ça. Si, vous le pouvez, ai-je répondu, j'en ai déjà parlé à ma notaire. J'aimerais que votre fils en hérite un jour. Quelque chose de solide, quelque chose qui garde sa valeur. J'ai marqué une pause. Quelque chose qu'on ne peut pas écarter d'un revers de main. Mathilde m'a souri. C'était le sourire qu'elle utilisait pour mettre fin à une conversation. J'en parlerai avec mon mari, a-t-elle conclu, avant de replier les papiers dans l'enveloppe et de la poser sur la table comme s'il s'agissait d'un courrier sans grande importance, puis elle s'est retournée vers ses invités. J'ai fini mon eau pétillante. J'ai dit au revoir à mon fils, qui m'a serré dans ses bras une seconde de plus que d'habitude. Je suis rentré chez moi, j'ai remonté l'avenue, je me suis fait une tasse de thé et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai appelé ma notaire, une femme nommée Patricia, qui gérait mes affaires depuis 9 ans et qui était, pour autant que je puisse en juger, constitutionnellement incapable de paniquer. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il y a eu un silence. « Marguerite, a-t-elle demandé, leur avez-vous donné l'estimation actuelle de la valeur vénale ? » « Non, ai-je répondu. » Un autre silence. « Voulez-vous que je contacte leur conseil ? Ou que je les appelle directement ? » « Laisse-les faire leurs propres recherches, ai-je dit, ils ont l'acte. Le numéro de parcelle est dessus. Et s'ils ne vérifient pas, tant pis. Ce n'est pas à moi de forcer la main à qui que ce soit. Patricia est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, vous savez, la plupart des gens à votre place auraient commencé par annoncer le chiffre. Je sais, ai-je répondu. Laissez-moi vous parler de cette terre, parce que c'est important, et parce que je veux que vous compreniez que rien de ce qui a suivi n'était un accident. Mon mari, Jean-Pierre, a acheté ces 25 hectares au printemps 2003. C'était un homme calme avec un don pour la patience et un instinct profond et inébranlable pour les choses sous-évaluées. Il avait grandi comme fils de paysan dans cette région, et il n'avait jamais tout à fait perdu l'habitude de regarder la terre comme d'autres regardent les cours de la bourse. Il a travaillé comme facteur pendant 31 ans. Nous n'étions pas des gens riches. Nous épargnions avec soin, dépensions moins que ce que nous gagnions, et investissions la différence dans des choses que nous comprenions. En 2003, ce coin-là n'était que des champs. Mais Jean-Pierre croyait qu'il se trouvait directement sur le tracé d'un futur couloir de développement qui finirait par relier la métropole à un nouveau pôle logistique régional. Il a acheté ces hectares pour 180 000 €. C'était pratiquement tout ce que nous avions économisé en 15 ans de mariage. J'ai cru qu'il avait perdu la tête. Il m'a pris la main à la table de la cuisine et m'a dit, « Marguerite, j'ai besoin que tu me fasses confiance », et je l'ai regardé et j'ai dit, « Je te fais confiance », et ce fut la fin de la discussion. Jean-Pierre est mort à l'automne 2014 d'une crise cardiaque qui ne lui a laissé aucun avertissement et ne m'en a laissé aucun non plus.
Il avait 58 ans. Il gardait l'acte de ses 25 hectares dans le tiroir de son bureau depuis 11 ans, et le lendemain de ses obsèques, je me suis assise dans son fauteuil, j'ai ouvert le tiroir et j'ai trouvé l'enveloppe à mon nom. Je n'ai pas vendu la terre. C'est la question que les gens posent toujours, celle qu'on lit dans les commentaires des histoires comme la mienne, alors je veux y répondre clairement. Je n'ai pas vendu la terre parce que Jean-Pierre m'avait demandé de ne pas le faire. Pas explicitement, pas dans un testament qu'il n'avait pas eu le temps de mettre à jour, mais de la manière dont communiquent les gens mariés depuis 31 ans, c'est-à-dire par accumulation de petits riens. Il parlait de cette terre comme il parlait de l'avenir de notre fils. Il disait, un jour, de la manière dont les gens le disent quand il signifie, je fais confiance au monde pour récompenser la patience. Il disait aussi, plus d'une fois, que la terre se comportait différemment de l'argent, que l'argent pouvait être dépensé, dilapidé par les héritiers ou dévalué. La terre, elle, restait. Alors je suis resté. J'ai continué mon travail de retoucheuse. J'ai conduit ma Renault. J'ai reçu les avis de taxes foncières chaque année par courrier, je les ai payés, je les ai classés dans le coffre, et je n'ai dit à personne, y compris à mon fils, ce que cette terre valait désormais, car en 2019, ce n'était plus une terre agricole. Le couloir de développement que Jean-Pierre avait vu venir en 2003 était arrivé. Une zone logistique géante avait vu le jour à 10 km de notre parcelle. Un échangeur d'autoroute avait été approuvé juste à l'est. Et mes 25 hectares se trouvaient en plein centre, une surface propre, dégagée, titrée et entièrement payée. La dernière estimation que j'avais reçue, datée de 14 mois avant la fête, évaluait la parcelle à 4 380 000 €. Je n'ai pas commencé par ce chiffre, parce que je ne suis pas une personne qui définit les choses par les chiffres. Jean-Pierre ne l'était pas non plus. Nous croyions à la même chose, à savoir que la valeur d'un cadeau ne se prouve pas par son étiquette. Si ma belle-fille avait tenu cette enveloppe et dit simplement « Merci », cela compte beaucoup pour nous, cela n'aurait pas changé la valeur de ce qu'il y avait à l'intérieur, mais cela aurait changé ce que j'allais choisir de faire ensuite. 3 jours après la pendaison de crémaillère, mon fils m'a appelé. « Maman », a-t-il dit, sa voix était étrange, on a vérifié la parcelle. J'ai laissé le silence s'installer. La valeur estimée, a-t-il poursuivi, est-ce que c'est? Il s'est arrêté. Est-ce que c'est exact? Le service du cadastre et les domaines sont les autorités en la matière, ai-je répondu, mais cela correspond à ce qu'on m'a dit. Oui. Maman. Sa voix avait encore changé. Pourquoi n'as-tu rien dit pendant la fête? Je vous ai fait un cadeau, ai-je dit, pas un communiqué de presse. Il est resté silencieux un long moment. Elle se sent terriblement mal, a-t-il fini par dire. Je sais, ai-je répondu. Elle ne savait pas. Je le sais aussi. Elle veut t'appeler. Elle peut m'appeler, ai-je dit. Ma belle-fille a appelé le soir même. J'ai pu entendre dès les 3 premières secondes qu'elle avait préparé ce qu'elle allait dire, répéter comme on répète les conversations difficiles, un peu trop fluides au début, avec des pauses au mauvais endroit. Margot, a-t-elle commencé, je veux m'excuser pour la façon dont j'ai réagi au cadeau. J'étais accaparé par mes invités, et je n'ai pas apprécié à sa juste valeur ce que tu faisais. J'ai entendu beaucoup de ce qui a été dit, ai-je répondu, sur la terre agricole. Sur le milieu de nulle part. Silence. Oui, a-t-elle admis. Et je suis désolé. Je ne voulais pas être méprisante. J'ai réfléchi à ce que j'allais dire. J'ai pensé à Jean-Pierre à la table de la cuisine disant, j'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai pensé à chaque dîner de Noël, à chaque baptême, à chaque fête où j'avais été une présence encombrante qu'il fallait gérer. J'apprécie ton appel, ai-je dit. Mais je veux te dire quelque chose, et je veux que tu l'entendes clairement. Bien sûr, a-t-elle murmuré. Je ne vous ai pas donné cette terre pour t'impressionner, ai-je déclaré. Je vous l'ai donnée parce que c'est ce que j'ai à donner, et parce que mon petit-fils mérite quelque chose de solide. Je vous l'ai donné malgré le fait que tu m'as fait me sentir insignifiante à presque chaque occasion que nous avons partagée ces 3 dernières années. Je vous l'ai donné parce que c'est ce que j'ai choisi de faire de ce que Jean-Pierre m'a laissé, et non parce que j'ai besoin que tu aies une meilleure opinion de moi. Elle n'a rien dit. Ta façon de traiter les gens que tu penses ne rien avoir, ai-je continué, définis qui tu es vraiment. J'ai besoin que tu comprennes cela. Pas qui tu es pour moi. Je suis assez vieille pour passer outre. Mais qui tu es pour ton fils.
Ce que tu lui apprends à être quand personne ne regarde. Il y a eu un bruit sur la ligne, peut-être qu'elle commençait à pleurer. Je n'ai pas insisté. L'acte est à vous, ai-je conclu. Faites-en ce que vous jugez juste. Parlez à un avocat spécialisé avant de prendre la moindre décision. Maître Patricia est ma notaire depuis 9 ans, elle pourra vous guider. Et venez dîner dimanche. Pas parce que vous me redevable. Mais parce que mon fils me manque. Et que je fais un excellent pot-au-feu. Et que la vie est courte. Elle est venue dîner. Elle est venue sans son sourire de façade, et c'était la première fois que je voyais son vrai visage, et il s'est avéré qu'elle paraissait plus jeune ainsi, plus douce, et quelque part derrière ses calculs permanents. Il y avait une femme qui essayait sincèrement de comprendre comment être dans une pièce avec moi sans avoir de stratégie. Nous n'avons pas tout réparé à cette table. La guérison ne se fait pas en une seule soirée autour d'un pot-au-feu, aussi bon soit-il. Mais mon fils a ri. Il a ri de bon cœur pour la première fois depuis des mois. Et Mathilde m'a interrogé sur mon travail sans cette petite pause condescendante avant le mot « retouche », qui signifiait d'ordinaire qu'elle hésitait à en parler. « Est-ce que tu aimes ça » a-t-elle demandé. « Les retouches ?»« J'adore ça » ai-je répondu. Et c'était vrai. Je l'ai toujours pensé. Il y a une satisfaction particulière à prendre quelque chose qui est abîmé ou mal ajusté et à le rendre parfait. Il faut comprendre la structure d'une chose avant de pouvoir la réparer. La plupart des gens ne voient que l'extérieur. Elle m'a regardé un instant. Je crois que je n'ai regardé que l'extérieur moi aussi, a-t-elle dit. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Au cours des mois qui ont suivi, elle a effectivement consulté Patricia. Elles se sont vues 2 fois. La question de savoir quoi faire de la terre n'était pas simple. La parcelle était désormais au cœur d'une zone stratégique, et plusieurs acheteurs étaient sur les rangs. La question était de savoir s'il fallait vendre, louer, construire ou garder. Ma belle-fille, qui travaillait dans le droit immobilier commercial et en savait bien plus que moi sur ces structures, s'est plongée dans les recherches avec la même précision qu'elle appliquait à tout le reste. Elle m'envoyait des nouvelles. Elle m'appelait pour me poser des questions sur Jean-Pierre, sur ce qu'il espérait pour cette terre, sur les conditions que je souhaitais éventuellement imposer. Il voulait quelque chose de solide, ai-je dit. Quelque chose sur le long terme. Pas une spéculation rapide. Elle a réfléchi à cela. Il y a un promoteur intéressé par un bail à construction, m'a-t-elle expliqué. 60 ans. Nous resterions propriétaires du terrain. Il développerait le site. Nous recevrions des loyers. Cela générerait des revenus constants sans jamais perdre la terre. Qu'est-ce qu'il construirait? Un projet mixte, a-t-elle répondu. Des commerces au rez-de-chaussée, des logements au-dessus. Et des logements sociaux intégrés, ils en ont besoin pour les autorisations d'urbanisme. Jean-Pierre aurait aimé ça, ai-je dit. Il s'en souciait. Que les gens aient un endroit où vivre. Je m'en suis douté, a-t-elle ajouté. J'ai fait quelques recherches sur lui, ton mari. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, pas du tout. Il a été facteur pendant 31 ans, a-t-elle dit. Il distribuait le courrier dans ce secteur avant d'être muté en ville. Il connaissait chaque maison de sa tournée, me suis souvenu. Il savait qui était en retard pour ses factures, qui venait d'avoir un bébé, qui traversait une année difficile. Il envoyait des cartes de vœux à la moitié d'entre eux même après sa retraite. Elle est restée silencieuse. Je n'ai pas grandi entouré de gens comme ça, a-t-elle avoué. Je ne dis pas ça pour me chercher une excuse. Je le dis parce que je crois que j'ai confondu l'élégance avec la valeur pendant très longtemps. Et je pense que tu as essayé de me montrer la différence. Je n'ai pas essayé de te montrer quoi que ce soit, ai-je dit. J'ai juste été moi-même. Je sais, a-t-elle répondu. C'est ça qui est le plus difficile à accepter. Le bail a été signé au printemps. Je ne vous donnerai pas les termes exacts, car ces chiffres appartiennent à la famille de mon fils et à personne d'autre. Mais je peux vous dire que les redevances annuelles sont considérables, que l'ensemble immobilier comprendra 64 appartements à loyer modéré nommés « Résidence Jean-Pierre », et que mon petit-fils Léo, qui a 3 ans et qui est actuellement obsédé par les camions de pompiers, héritera un jour de quelque chose que son grand-père a vu et en quoi il a cru avant même que nous puissions l'imaginer. Je travaille toujours avenue des Frères Lumière. Les gens me demandent parfois pourquoi,
et je leur donne différentes versions de la même réponse selon le temps dont nous disposons. La version courte, c'est que j'aime mon métier. La version longue, c'est que je sais qui je suis quand j'enfile une aiguille et que je reprends une couture, et cette certitude n'est pas quelque chose que je veux échanger contre quoi que ce soit, pas même le confort. Ma belle-fille passe parfois au magasin maintenant, quand elle est dans le quartier. Elle a amené mon petit-fils le mois dernier, il s'est assis sur le comptoir et m'a regardé travailler en me posant 17 questions sur la machine à coudre, auxquelles j'ai répondu avec tout le sérieux qu'elle méritait. Elle se tenait près de la porte et nous regardait, et quelque chose dans son visage était différent, pas de mise en scène, pas de gestion d'image, juste son visage, juste là, présente. Il ressemble à Jean-Pierre, lui ai-je dit. Autour des yeux. Tu l'as déjà dit, a-t-elle souri. Et c'est toujours aussi vrai, ai-je ajouté. Elle a souri de nouveau. Pas le sourire répété. Un vrai sourire. Jean-Pierre m'a dit un jour que la patience n'était pas la même chose que la passivité, que d'attendre le bon moment était différent d'avoir peur d'agir, que les choses les plus précieuses, la terre, les gens, les relations, se révélaient lentement. Et que ceux qui ne pouvaient pas ralentir assez pour les voir passeraient leur vie à courir après quelque chose qu'ils ne sauraient nommer. Je pense à cela quand je regarde ma belle-fille aujourd'hui. Je pense à quel point il aurait été facile de s'accrocher à la blessure, à quel point il aurait pu être satisfaisant, d'une manière mesquine, de laisser cette enveloppe sur la console devenir un mur entre nous que je n'aurais jamais eu à franchir. J'ai choisi différemment. Non pas parce que je suis une sainte, je ne le suis pas, et non pas parce que ce qu'elle a dit ne m'a pas piqué, car c'était le cas, mais parce que j'ai 63 ans, que j'ai enterré un mari et élevé un fils seul, et que j'ai travaillé 21 ans dans un pressing qui sent la vapeur. Le tissu est la vie des autres, et je comprends, d'une manière que seul le temps peut enseigner, que l'amertume est un luxe que je ne peux pas me permettre. Le vrai cadeau n'a jamais été la terre. Le vrai cadeau, c'était les 25 hectares de patience qu'il a fallu pour attendre le bon moment pour la donner.